Première destination, le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres au monde. C'est là que 4 jeunes de l'Institut Polaris PAC de Bruxelles sont partis pour y rencontrer de jeunes militants d'Amnesty et d'autres défenseurs des droits de la femme. Au cœur de leur enquête, le problème des mutilations génitales féminines et plus précisément de l'excision. Cette coutume n'est liée à aucune religion. Chaque année dans le monde, 2 millions de jeunes filles et de femmes en sont victimes au nom de cette tradition qui veut purifier le corps de la femme et contrôler sa virginité. Au Burkina Faso, l'État a voulu montrer l'exemple en adoptant une loi punissant cette pratique. Les jeunes de Bruxelles, accompagnés de leurs professeurs, ont voulu vérifier sur le terrain si cette loi était bien appliquée. Ce que vous voyez à la télé, vous le lisez dans les journaux, ce n'est qu'une petite partie de ce que les femmes souffrent vraiment. Elle dit qu'elle accepte de témoigner parce qu'elle a vraiment subi les conséquences de l'excision et que si elle le fait, c'est justement pour que d'autres filles ne subissent pas donc ces conséquences. À cause de la loi, nous disons que la pratique de l'excision prend une forme pernicieuse. C'est-à-dire qu'on excise les filles à 7 jours, oui, comme les garçons les circoncis à 7 jours. Un enfant qui pleure dans une maison, un bébé qui pleure, c'est naturel. Alors que si les enfants sont grands et qu'ils se mettent à pleurer, ça attire l'attention. Il y a conséquences vous voulez pas. Alors, elle dit que le jour de l'excision, généralement ça se fait par groupe. Et ce jour-là, ils étaient au nombre de 7. Et on vous amène en un lieu précis et on fait l'excision. C'est très très douloureux. Elle avait 6 ans. Mais là où c'est plus dur, c'est au moment donc de laver les plaies de l'excision. Si la victime vient à nous aussitôt après l'acte, la principale complication, c'est l'hémorragie. Et ici, nous avons eu à récupérer beaucoup de filles qui allaient certainement perdre la vie si on n'intervenait pas. Bien que nous ayons sensibilisé des millions de personnes, bien que nous ayons fait des dizaines et des centaines de tournées dans les villages, le sexe reste un tabou et dans certains milieux, on n'en parle pas. Et même les gens qui ont été sensibilisés, ils n'aiment pas trop en parler. Si bien que aucune action n'est superflue. Tu peux saluer. Le chef nous disait, quand on a justement évoqué la question de l'excision, il nous disait que ici à Pabré, ça existe, mais aussi il y a une forte mobilisation contre l'excision. J'aimerais savoir si vous avez recensé beaucoup de cas de fraude. Et donc, le chef dit que dans le cadre de la lutte, le système de contournement que les gens utilisent, c'est qu'ils profitent des vacances. 42 filles ont été excisées, dont une qui est décédée, malheureusement décédée. Voilà. Et effectivement, suite à ça, on a pris l'exciseuse en flagrant délit. Et ils ont attendu quand les herbes étaient à une hauteur suffisamment grande. Les gens ne voyaient pas. On n'a pas pratiqué dans les villages. Ils sont allés en brousse pratiquer l'excision au milieu des herbes. Donc les gens ne pouvaient pas voir. Ça l'a fait beaucoup mal. Ça l'a fait beaucoup mal. Et puis le sang a commencé à faire. Elle a commencé à saigner. Et qui a été responsable de l'excision de la fille là? Sa grand-mère. Qu'elle était au marché en train de vendre du doulot. Et quand même qu'elle est arrivée à la maison, elle n'a pas su que l'enfant était excisé. On dit à la fille, ben, si tu nous dénonces, nous allons aller en prison et nous, on ne va plus te reconnaître comme notre enfant. Que tu le veuilles ou pas, on te dit, ben, il faut t'exciser
parce que les coutumes le demandent. Chez nous en Afrique, ce n'est pas comme en Europe où l'enfant a une place de choix. Chez nous ici, l'enfant n'a rien à dire. L'enfant ne fait que subir. C'est à un certain âge maintenant qu'il devient indépendant. Donc la petite fille de 7 ans n'a rien à dire à son père qui veut l'exciser ou à sa mère. On peut dénoncer cette exciseuse au niveau de l'action sociale, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie et au niveau de la santé. Les parents peuvent être également condamnés? Ils sont complices quelque part, donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est eux qui sont allés vers l'exciseuse. Donc eux aussi sont condamnés. Voilà, c'est comme je dis, ça dépend de son rôle joué dans la pratique. On peut être complice, on peut être auteur, on peut être co-auteur. Voilà. Moi, j'aimerais savoir à quel âge vous avez commencé à pratiquer l'excision et si ça se transmet de mère en fille. Elle a reçu l'autorisation de pratiquer l'excision de sa grand-mère, la maman de sa maman, qui l'a filé donc la pratique. Elle dit que quand elle était adolescente, elle a entendu sa maman parler avec ses coépouses et copines qu'elle a subi l'excision 3 fois. Parce que sa maman a d'abord accouché, l'enfant est mort, elle a encore accouché une deuxième fois, l'enfant est mort et ils ont dit que au premier accouchement de cet enfant, ils ont dit que c'était pas bien fait. Donc on l'a encore excisé une deuxième fois. Et deuxièmement, l'enfant est décédé. Donc ils ont dit que c'était pas bien fait. On l'a excisé 3 fois, sa maman. Pour celles qui ne sont pas infibulées et qui n'accouchent pas en milieu spécialisé, elles peuvent effectivement mourir par hémorragie. Elles peuvent perdre leur enfant aussi parce que cet enfant, il ne peut pas sortir et finalement, il a ce que nous appelons une souffrance d'expulsion et il finit par mourir. Parce que sa tête vient buter contre ce muraille que constitue, non, cette muraille que constitue le périnée cicatriciel de la femme. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait souffrir tant de filles comme ça? Vraiment désolé. À l'époque, l'excision coûtait 700 francs par fille. Et je réalise aujourd'hui que vraiment terrasser une fille et lui prendre 700 francs, c'était vraiment pas bien. Je regrette. Je voulais savoir si elle a eu des problèmes, par exemple, lors des rapports sexuels. Elle n'a aucun problème, sauf qu'elle ne sait pas si chez les autres femmes c'est comme ça, mais elle n'a jamais éprouvé l'envie d'un homme. Même si elle fait 1 à 2 ans, 10 ans sans rapport sexuel, elle n'a jamais ressenti le besoin de faire l'amour avec un homme. Psychologiquement, ces individus ont besoin d'un apport, c'est-à-dire des entretiens psychologiques pour les amener à remonter et à trouver même des solutions à leurs problèmes. Mais la plupart du temps, les intéressés même ignorent qu'elles ont des problèmes. Elles se marginalisent, elles s'isolent et souvent ça part jusqu'au suicide. Ça arrive. J'aimerais savoir si ça a été facile de convaincre les gens. Alors il dit qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Parce que si à la suite donc, des actions, on découvre que quelqu'un a pratiqué l'excision et que la personne est sanctionnée, souvent la personne peut faire 1 an sans te parler. Parce que vous savez, ici, c'est le village, c'est petit, tout le monde se connaît. Alors, c'est des guerres ouvertes, après la personne ne te parle plus. Donc, il y a beaucoup de difficultés. C'est un problème de culture. Or, vous savez, il n'y a rien de plus difficile à combattre que ce qui est ancré dans la tête des gens culturellement. Vous comprenez? Dans notre pratique là, que si la femme n'est pas excisée, ça prouve qu'elle est sale, quoi, elle n'est pas propre. Et de 2, que si la femme accouche, et si elle n'est pas excisée, la femme peut mourir. Donc, et aussi que si le clitoris là reste là-bas sans couper, ça devient grand et long. Et que la femme ne peut pas grossir, la femme ne peut pas bien marcher. Bon, c'est ça. En tout cas, il y a plusieurs raisons. Ceux qui sont au collège, à l'école primaire même, on les
parle du danger de l'excision. Donc, eux, ils n'acceptent pas. Mais ceux qui ne sont pas scolarisés, en tout cas, comprennent rien et continuent à faire. Quelles sont les difficultés que les filles ont par rapport à leurs droits? Vous avez cité le droit à l'éducation. Donnez-moi quelques exemples. Par rapport au débat que l'on est en train de mener, les difficultés pour nos élèves, tant garçons que filles, d'aller à l'école, parce qu'on voit que chez vous, dès la naissance, l'enfant est inscrit à la commune, il y a des allocations familiales, bon, c'est tout, des facilités, il est obligé d'aller à l'école. Ici, ce n'est pas facile. On n'a pas d'allocation familiale, s'il y en a aussi, ça ne suffit pas pour envoyer quelqu'un à l'école. Ce qui nous a amené à créer la garderie d'enfants, les enfants n'étaient pas scolarisés. La plupart des enfants étaient laissés comme ça dans le village. Donc nous, on a mis cette garderie en place qu'on appelle la perche, tendre une perche à quelqu'un pour le faire sortir de son... quand ils veulent se noyer et puis le faire sortir de son trou, quoi, comme on peut le dire. Donc en fait, c'est une source pour pouvoir scolariser ces enfants. Parce que les enfants sont là jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Nous, on les recense et puis on établit les actes de naissance de ces enfants parce que la plupart n'ont pas aussi d'actes de naissance et ils sont immédiatement inscrits à la rentrée prochaine. Pour lutter contre la pauvreté aussi, il faut que les gens soient alphabétisés. Et là, pour résoudre ce problème, nous avons créé 5 centres d'alphabétisation répartis dans 5 villages. Et donc, par salle, nous avons 90 apprenants, des hommes comme des femmes. Et là, elles arrivent à la fin de leur cycle de pouvoir vraiment gérer leur activité, gérer leur famille et faire beaucoup de choses. Parce que si on n'est pas éduqué aussi, alphabétiser aussi, c'est vraiment un handicap pour le développement.